Pourquoi je suis allé à Sciences Po? C'est très simple. Parce que j'avais un ami qui s'appelle Roland Quérol. Alors Roland Quérol est un de mes amis d'enfance. Nous sommes entrés tous les deux au lycée Gouraud à Rabat dans le temps. C'était le 1er octobre 51. J'ai connu Roland Quérol, nous sommes entrés tous les deux en 6e. Et puis, moi j'étais pratiquement le seul Marocain musulman au petit lycée, le lycée Gouraud à Rabat, parce que je faisais du latin. J'étais le seul. De toute façon, de la 6e jusqu'à la philo, j'ai toujours été le seul arabe dans ce lycée. J'étais le seul à faire du latin. Et en plus, j'habitais un quartier qui s'appelait Lagdad toujours, mais dans ce quartier de Lagdad, il n'y avait que des Français. Nous étions 3 familles marocaines, c'est pas la peine que je les cite. Donc mes relations étaient surtout des relations avec des Français. Et surtout Roland Quérol, parce que lui était d'une rare intelligence, et son père était conscience française, était vraiment quelqu'un de gauche, très très bien. Sa mère était professeure d'arabe en plus. Donc, lorsque nous sommes arrivés en philo tous les deux, quand on a réussi, lui, il avait déjà décidé de partir en France parce que ses parents allaient être mutés en France. C'était les dernières années de 50. Et moi, j'avais décidé de faire d'abord une première année de droit à Rabat, avant d'aller dans la grande aventure qui était pour nous Paris. Et lui, il est allé, il s'est installé, il a fait Sciences Po, et naturellement, on était en correspondance tout le temps, mais il me disait qu'il faut absolument que tu envisages de faire Sciences Po. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait ma première année de droit ici à Rabat, et à l'époque, pour aller à Sciences Po, il y avait 2 façons de faire. Soit on faisait l'année préparatoire avec le bac, soit avec une licence en droit, à l'époque c'était la licence en droit qui avait 4 ans, soit une grande école polytechnique ou HEC ou n'importe quoi, et on intégrait la 2e année. Donc, moi j'ai atterri en année préparatoire. Et l'année préparatoire de l'époque, à Sciences Po, c'était comme si on était encore au lycée. C'était exactement les cours, les interros, les machins. Et naturellement, comme c'était ma première année à Paris, et que je pensais que je pouvais à la fois faire du droit et Sciences Po et m'amuser, ben je n'ai fait ni l'un ni l'autre, et je me suis amusé. Donc j'ai échoué. Et il est prévu que quand tu échoues en année préparatoire, tu quittes. Et tu ne peux revenir qu'après avoir fait quelque chose. Une licence en droit. Excuse-moi. Donc, je suis revenu, j'ai terminé ma licence en droit, et j'ai continué, et donc je me suis inscrit en 2e année à Sciences Po. Et j'ai fait donc la 2e et 3e année à Sciences Po, et j'ai fait la section, ça s'appelait économique et sociale. Voilà, et puis alors... il y avait d'autres Marocains à Sciences Po à cette époque-là? Alors, les Marocains qui avaient commencé à Sciences Po, il y avait Rachid Rakdom, qui a terminé comme directeur de le Crédit Agricole. Et alors, il y a une petite histoire, c'est Roland Quérol qui nous a inscrits tous les deux à Sciences Po. Et au bout de 3 mois, Rachid ne venait plus. Et Roland, qui nous suivait un peu, un jour m'a dit, mais où est Rachid? Je lui ai dit, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Et un jour, je le croise, Rachid, sur Boulevard Saint-Germain. Il avait déjà son petit bouc là au Kimine. Je lui ai dit, mais Rachid, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Il m'a dit non. Je me suis aperçu que la pédagogie de Sciences Po, la méthodologie de Sciences Po ne m'intéresse pas, on n'apprend rien. Je me suis inscrit en Langso. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu fais? J'apprends le japonais, j'apprends le chinois, j'apprends. Il me dit, ah bon, très bien. Et puis ensuite, je l'ai retrouvé ici au Maroc, à la présidence du conseil, Crédit Agricole. En plus, il a même alterné, le pauvre, il est fatigué maintenant. Comme Marocain à Sciences Po, il y avait avec moi, il y avait Moussilham Ferri qui m'avait déjà dépassé, il était en écofie. M. Servère Dugo qui a fait 2 mois. C'est-à-dire 2 mois? Il est resté 2 mois. À Sciences Po, il est parti. Habib, c'est tout ce dont je me rappelle.
de ma génération qui étaient avec moi à Sciences Po. Il n'y en avait pas beaucoup. Vraiment, on n'était pas nombreux. Et au Maroc, tes parents, la famille, tes amis, comment ils percevaient Sciences Po à cette époque-là? Bah, c'est-à-dire que mon père voulait que je fasse Polytechnique, mais il m'a inscrit en latin. C'était un peu difficile après. Ensuite, il m'a dit, bah, tu feras l'inspection des finances, mais c'était très difficile, je n'étais pas français. Je ne suis toujours pas. Donc, quand je lui ai dit, voilà, ben, il dit, bah, vas-y, mon fils, fais, et tu feras quelque chose avec ça. Bon, ouais, bah, voilà. Ma mère était analphabète, naturellement. Enfin, pas naturellement, mais c'était sa génération. Et, le parcours à Sciences Po, tu as eu une spécialité, des stages, des choses comme ça à la fin, Non, ou- non. Enfin, Sciences Po, à l'époque, il n'y avait pas de spécialité, il n'y avait pas de stage. On faisait des conférences de méthode. On se présentait à l'examen en deuxième année, ensuite en troisième année, le gonto, et puis on avait été diplômé. Il n'y avait pas. Il y avait des sorties, il y avait. Ils organisaient des débats, ils organisaient des. L'association était extraordinaire. De Sciences Po, on organisait beaucoup de sorties, beaucoup de voyages, beaucoup de. Mais enfin, ça restait en France, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et tu as un souvenir de ton grand oral? Ah bah, mon grand oral, c'était, je suis arrivé, c'était Guy Mollet. Et c'était moi après, c'est concis. Je sais pas si. J'imagine que c'est la même chose. C'est-à-dire, tu arrives, il y a un huissier qui te donne un certain nombre de papiers. Ensuite, il t'introduit dans une salle où tu sonnes. Il y a une montre, c'est une demi-heure, 30 minutes. Au bout de 30 minutes, l'huissier vient te chercher et tu es là en face du jury, ils sont 3, et ils appuient sur une horloge qui a 20 minutes. Et en plus de 20 minutes, il faut que tu parles. Eux, ils ne disent pas un mot pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ils disent, bon, ça y est, c'est terminé, maintenant c'est à nous de poser des questions. Je me rappelle, je me rappelle d'ailleurs pas leur nom au professeur, mais il y en a qui m'ont dit, mais monsieur, ça tombe très bien pour vous, parce que monsieur Guy Mollet a laissé en Algérie, il dit, je suis désolé, je ne suis pas algérien. Il dit, ah bon, je suis marocain. Ah bon, de toute façon, c'est à côté. Je dis, ben, je me rappelle à l'époque, moi j'ai rien dit, mais il y en avait un. Il dit, hélas pour le Maroc. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Non, mais, et puis c'était, lorsque Guy Mollet était président du Conseil, je me rappelle, il y avait des mots, après ce qui s'est passé en 1956 à Alger, il y avait des gens qui avaient tagué, qui avaient mis, M. Guy Mollet n'est dur ni mou, c'est un mollet. Alors, je lui ai dit, voilà, il me dit, non, M. Berada, épargnez-nous ce genre de trucs, parlez de choses sérieuses sur M. Guy Mollet. Mais enfin, il n'en a pas voulu. Et tu avais combien? Je crois que j'ai eu 14, si je me rappelle bien. Donc après le diplôme, Non, j'étais... la décision de rentrer au Maroc ou pas, elle s'est posée à quel Ah moment? ben non, tout de suite, non, le point ne se posait pas. Attends. À cette époque-là, il n'y avait pas cette question De notre époque, je vais te dire, de notre génération, le problème de rentrer au Maroc ne se posait pas. Quasiment tout le monde rentrait, aussi bien les Arabes. Alors il y avait avec nous certains Juifs. Par exemple, Albert Sasson, vraiment, il a décidé de rentrer, malgré tout, parce que c'était après. Il a attendu que sa femme termine, ils sont rentrés tous les deux. Mais la quasi-totalité des Marocains qui étaient avec moi au boulevard Jourdan, parce que c'est là où on habitait tous, et c'est une merveille, parce que tu es habité dans une maison du Maroc, où tu rencontrais et tu faisais la connaissance de tous ceux qui, par la suite, feront le Maroc. Tu sais ce qu'il y avait de merveilleux. C'est pas comme maintenant. Les étudiants maintenant, ils partent avec papa-maman pour leur louer la maison, l'appartement, pour les inscrire, pour leur trouver un machin. Et ensuite, ils vont dans les facs, ils vont dans les instituts, mais ils ne voient personne. Tandis que nous, à longueur de journée et du soir, on était entre nous. Il y avait une assemblée générale, il y avait le bar, il y avait... Et puis, la maison du Maroc à l'époque était la maison du bon Dieu. C'est-à-dire que il y avait autant de chambres que de clandestins, parce qu'il n'y avait aucun contrôle.
Et ce qui fait que la quasi-totalité des étudiants avaient soit une amie, soit un copain, un frère qui habitait avec eux. Et on se débrouillait. Et je me rappelle, je crois que c'était à la dernière année, parce qu'on peut passer 3 ans. Il y a un nouveau directeur qui a été nommé, qui a trouvé que c'était trop, qu'il n'y avait aucun contrôle, qu'on rentrait, on sortait quand on voulait, que c'était impossible, c'était pas... Alors il a décidé, il a mis une note. 1, à partir, je crois, 10 heures du soir, la porte sera fermée. 2, il n'est pas question que quelqu'un d'autre que celui qui habite la chambre puisse habiter autre chose qu'avec quelqu'un d'autre. Le lendemain, Assemblée Générale. Mais c'était incroyable. Le lendemain, Assemblée Générale de tout le monde. Et donc, la décision était prise de protester contre cette décision. Et en quoi ça a consisté? Camarades, parce que tout le monde s'appelait camarades à l'époque. On va tous aller dans nos chambres, on va allumer toutes les lumières et faire couler l'eau. Mais dans Les vrais sauvages. Dans le quart d'heure qui a suivi, le téléphone a commencé à sonner. Arrêtez, arrêtez, parce qu'on allait faire éclater toute la cité universitaire. Non, je dois dire que, vraiment, je garde de mes 3 années à la cité universitaire du boulevard Jourdan des jours magnifiques. C'est là où, à l'époque, il n'y avait pas de Zirlal. Le Zirlal n'existait pas. Sauf 2 ou 3 copains, qui sont encore là d'ailleurs. Mais c'était l'UNFP et le Parti communiste. Alors, les ténors de l'UNFP étaient, si je me rappelle encore un peu, Ahmed Jouari, Habib Sinassa, Abdel Jouari. Ça, c'était les... Et alors, le Parti communiste, c'était magnifique. Il y avait des bagarres, mais parfois des bagarres physiques. Taïb Ben Cheikh, Abdelkrim Harizi, Farouk Ben Brahim, ils sont tous vivants, hein. Hamid Hababi Mouskin, Abdelaziz Ben Zakour, c'était tous. Donc, c'était extraordinaire comme situation. Les assemblées générales à la Maison du Maroc étaient magnifiques parce qu'il y avait une rivalité absolument monstre entre les deux gauches. Et je te dis, c'était vraiment parfois, il y avait un judoka communiste avec Hamid Hababi qui était un grand sportif. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'était magnifique, on avait une vie superbe, on vivait avec 480 dirhams, 480 francs. 480 francs. 480 francs, même mon père de temps en temps m'envoyait un peu de poids, mettre du beurre sur des épinards, mais on était très bien. C'est-à-dire que quand on recevait notre bourse, on faisait une chose très importante, acheter les tickets de restaurant pour le mois, et acheter les tickets de métro pour le mois. Comme ça, au moins tu es tranquille de manger et de pouvoir être transporté. La perception du Maroc par les professeurs à Sciences Po, très bien. Vraiment, c'était... C'est quelle année déjà? C'était... Bon, la deuxième et troisième, c'était sur 65-66. 64-65, excuse-moi. C'était... non, ils avaient une très bonne perception. Ils avaient tous connu le Maroc. Parce que le Maroc, à l'époque, était un pays où les administrateurs français avaient été très nombreux et d'une très grande qualité. Naturellement, 65, les événements de mars à Casablanca, l'enlèvement de Ben Bakr avait un peu terni l'image. Tu étais à Paris à ce moment-là? J'étais à Paris en 65, oui. Je me rappellerai toujours, 65, les événements de mars à Casablanca. Assemblée générale tout de suite, naturellement, des questions. Truc Assemblée générale. Et il y avait un monsieur avec nous, dont je tairai le nom parce qu'il est encore vivant. Et il s'est adressé à nous en disant: camarades,
Il s'est pris pour Cicéron. L'ennemi est à nos portes et vous discutez encore. Allons saccager l'ambassade. Bon, pourquoi pas. Et il a été décidé de se retrouver le lendemain matin devant l'ambassade pour protester. Le lendemain, à 7h du matin, déjà, il y avait le métro Trocadéro. Quand on montait, ben, il y avait un flic qui t'attendait au panier de la salade. Les flics étaient déjà au courant. Et on s'est aperçu que c'était ce monsieur qui disait, camarade, allons saccager l'ambassade que nous avons dit, et il a eu par la suite une très 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 bonne carrière administrative au Maroc. Il a même été gouverneur. Il se reconnaîtra si jamais il voit ça. Et le retour au Maroc, à Rabat directement, Rabat, début de carrière professionnelle. Alors, quand je suis revenu à Rabat, j'avais une chance extraordinaire, c'est que j'avais un ami qui est mort, le pauvre, mais qui était un autre moi-même, qui s'appelait Ali Ibn Ish. Ali Ibn Ish, son père était chambellan depuis la nuit des temps. Il était un grand copain de Moulay Abdallah Rahmo, et surtout aussi, il a travaillé avec Hassan II. Et c'était mon ami d'enfance, mon ami de toujours. Donc, quand je suis rentré, il avait un petit appartement très très mignon, boulevard d'Alger. Et donc, je passais ma vie là-bas, avec lui. Même quand il est devenu chambellan, en 68, à la mort de son père. Et, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses, surtout. Tout ce qui est en arabe, c'est lui qui m'a tout appris en arabe. Si tu veux, une petite expérience. Quand je suis rentré, licencié en droit, diplômé de Sciences Po, la voie royale était tracée. C'était les affaires étrangères. Il se trouve qu'à l'époque, le ministre des Affaires étrangères était un grand copain de mon père. C'était la même génération. Je suis allé le voir. C'était Simahan Chakaou, qui est encore vivant. Je crois que le Walid. Bon, écoute, tu le sais bien. Alors, il m'a recruté en tant que secrétaire des affaires administratives, des affaires étrangères. Secrétaire des affaires étrangères, si je me rappelle bien ce qu'on m'a dit, c'était le plus bas grade dans les grades. C'est-à-dire dans les cadres, tu es secrétaire, tu es au-delà des autres, mais au-dessous de tout le monde. Oui, très bien. Bon, alors, c'était un jour de semaine. Et il m'a dit, reviens. Il a appelé le directeur des affaires administratives qui était si jamais, ou Ramouski. Et il lui a dit, voilà, Sebrada va être... il va venir lundi prochain pour être mon cas, très bien, je suis allé. Puis le lundi, je suis arrivé à 9h du matin. Alors, quand je suis arrivé, j'ai demandé, on m'a dit, vous êtes muté à la direction culturelle. J'ai dit, ah bon? Bon. Et où est la direction culturelle? C'est dans une villa. Déjà, ça commençait mal. Je ne suis pas au siège. Le quai, Foreign Office. Où est-ce? Là, c'est à 10 minutes à pied. Il faisait beau, c'était le mois d'août. Juillet, je me rappelle un peu. Non, août. Je vais dans cette ville-là, je demande, et le directeur de la direction culturelle, il s'appelait Simahan Chrebi, que j'ai beaucoup connu, c'était mon directeur à l'école primaire, à Gaza. Puis j'ai attendu dehors, puis à un moment donné, un coup de 10 heures, voilà une vieille Mercedes qui arrive, et qui rentre dans le garage. Et il s'est rappelé de moi, et j'avais vécu 6 ans avec lui, école primaire. Donc, il me reçoit, bienvenue, et il appelle un monsieur, un adjoint, il me dit voilà, Sebrada est avec nous maintenant, allez, montrez-lui les services, montrez-lui. Bon. Et alors, on était dans une villa, donc il y avait des chambres. Et quand on rentrait dans les chambres, il y avait des gens qui faisaient travailler. Bon. Et chaque fois qu'il passait dans une chambre, il prenait un dossier et le mettait sur le coin.
Et il me présentait aux gens. Et enfin, on atterrit au bureau. Le bureau. Je vous jure que j'ai encore... Le bureau, c'était donc, il y avait 3 bureaux en formica. Pas de tapis, pas de téléphone. Et il y avait un bureau qui donnait sur la fenêtre qui donnait sur la rue. Il y avait un jeune, il était là avec beaucoup de romans policiers devant lui. Il était un peu sahraoui d'ailleurs, celui-là. Et lui, le monsieur qui s'est assis, il m'a donné un dossier. C'était le problème que posaient déjà les étudiants marocains au Canada. Je me dis, ah bon, qu'est-ce que je fais? Ben regarde un peu, tu me diras. Ben, ah bon, je regardais. Puis à un moment donné, j'ai dit, je vais voir de quoi il s'agit. Il dit, moi maintenant, c'est quoi ça? De quoi, qu'est-ce que c'est ça? Combien je vais être payé? Ah, voilà, tu vas être payé 900 dirhams par mois. De toute façon, tu ne toucheras durant les 6 premiers mois que les 4/5e. Ensuite, on va te faire un rappel. Je dis, très bien. Et l'augmentation, il me dit tous les 2 ans, on va t'augmenter de 100 dirhams. Je dis, ah bon? Et les réunions, ah non, les réunions, c'est le niveau des directeurs. Voilà. Et en partant à l'étranger, il y a beaucoup de monde au portillon. Je dis, ah bon? Voilà. Moi, je me suis rappelé que la veille, j'étais sorti avec mon ami Ali Miech. Il y avait une très bonne boîte qui s'appelait à l'époque la Case, si je me rappelle bien. La Case Longtonnard, je ne me rappelle plus. Et on était 5 ou 6, et la facture déjà était quelque chose comme 2500 dirhams. C'est-à-dire, on avait dépensé en une nuit 3 fois ce que j'allais gagner en un mois. Alors je leur ai dit, écoutez, je vous jure que c'est vrai, je vais aller chercher des cigarettes. À l'époque, je fumais. Alors le gars me dit, non, on a un chaouche, il peut aller t'acheter. Non, je voudrais sortir un peu. Non, mais t'as pas besoin. Non, j'ai besoin de prendre un peu l'air. Je suis sorti, je suis jamais revenu. Jamais. Je suis resté une demi-heure chez eux. Mais, je vous jure qu'elle est vraie. Ça se passait donc, j'ai retrouvé Ali Miech, on est parti tout de suite sur Tanger pour faire les imbéciles. Et à la fin de l'année, le 31 décembre, j'étais invité au 31 décembre chez des gens, comme on dit, très haut placés. Et parmi les invités, il y avait Sima Mchkhaoui. Je vois, c'est Abed, tu vas bien, ça va? Comment va le boulot? Comment jamais? J'avais atterri à la Caisse des dépôts et gestion. Ils croyaient que j'étais encore là-bas. Voilà. Bon, entre autres, j'ai travaillé à la Caisse des dépôts et gestion. Et ensuite, alors après 2 ans, j'avais un premier patron qui était magnifique, c'est un Mébou Kirem, qui est encore vivant. Et ensuite, alors, suite à certaines circonstances sur lesquelles on ne va pas revenir, j'ai été directeur de cabinet de Mouni Hamla Alaoui, au ministère du Tourisme, et ensuite au ministère, un ministère absolument éblouissant qui s'appelait le ministère d'État, chargé de la promotion nationale et de l'artisanat. Il fallait trouver quelque chose pour Mouni Hamd. On n'avait pas de bureau, on n'avait rien. On a trouvé des bureaux, l'ancien BEPI, qui est maintenant l'immeuble en face du ministère de la Culture actuellement. On ne foutait rien, simple. Parce que la promotion nationale était la vache à traire du ministère de l'Intérieur du général Oufkir. C'était extraordinaire. C'est vraiment la classe noire. Et l'artisanat, c'était Sima Hamla Alaoui. Il gérait ça en bon père de famille. Voilà. Et puis on a eu 71. On est tous partis en l'air.
Alors commence par le début, 71. Pardon? Commence par le commencement. 71, comment tu as vécu? Bah, en tant que directeur de cabinet, j'étais invité à toutes les festivités nationales. Donc, en 71, j'étais moi aussi le 10 juillet, avec tout le monde, tout ce que m'a raconté. Et je me rappelle une scène magnifique d'ailleurs. J'étais avec un garçon qui s'appelait, parce qu'il est mort le pauvre, Abdel Aymani. On se baladait tous les deux autour de la piscine du palais, et on entend, vers 2h moins 10, moins 5, les premières balles, les premiers machins, on s'est dit, mais c'est quoi ça? Tir au pigeon. On ne comprend rien. Puis tout d'un coup, on regarde, et puis on voit Sa Majesté qui se lève, au frère qui se lève, parce qu'on était à 100 mètres. Et il y a une petite porte, là-bas au fond, qui s'ouvre, et on voit des Moukhazni entrer avec quelqu'un. Le premier blessé de Srerat, c'était Allah Foulad Hadid. Et il m'a raconté, parce que c'était un très bon ami à moi, il était blessé à la jambe. Et il est arrivé chez Mouné Allah, il a dit, mais Foulad, qu'est-ce qui se passe? Altesse, c'est pas une révolution, c'est un complot, il lui a dit, parce qu'il ne connaît pas très bien le français. Foulad. Et à partir de ce moment, ça a duré très vite, ça a duré 2 ou 3 minutes. On voit les gens se précipiter vers la verrière, au palais, cassent la verrière et partent vers la mer pour aller se réfugier quelque part. Parce qu'on entendait de plus en plus des bruits de balles, des bruits de machin. Alors, Tef et moi, on suit le mouvement, on commence à courir. Et il y avait avec nous, Allah yarhamou, le docteur Bnima, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, si je me rappelle bien. Et à un moment donné, au bout de 20 mètres de course sur la plage, il s'arrête. Et il m'a dit, docteur, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, qu'est-ce que ça tu peux? Il dit, je ne peux pas fuir comme ça, je reviens avec Sa Majesté. Et il est revenu. Il est revenu. Non. On a continué à courir comme des démons. Les mutins sont entrés, ils ont commencé à tirer. Moi, j'ai vu quelqu'un, moi, le pauvre, il était en gilet là-bas, tombé parce que j'ai entendu PAC. Puis on est arrivé à l'amphitrite, ça a été toute une... Je suis rentré dans une voiture avec Marajit, à Rabat. Ah, c'était quelque chose. J'habitais à l'époque un appartement en face de la télévision. Et vers le coup de 3h30, 4h moins quart, ou même avant, on a vu les mutins arriver et prendre d'assaut la télévision. Et puis il y avait des mutins partout, avec leurs petits chars, leurs petits machins, et puis on a préféré quitter pour aller ailleurs, parce que la situation devenait dramatique. Mais on a assisté aux premières escarmouches entre l'armée régulière et les mutins. C'était terrible. Ah là là, quelle journée. Le fait est que après, le directeur de cabinet royal était Sir Osman, le Premier ministre était Karim Lambrani. Ils m'ont demandé, parce que le ministre de l'Information qui était nommé à l'époque était Saab Qadr Sarawi, était arabisant, d'être donc directeur de cabinet, et il y avait Abslam Zind comme secrétaire général, et c'est comme ça que, bon, il y a eu 72 naturellement, l'avion. C'était quelque chose, c'est terrible. Quand on y pense, que c'est vraiment... Les Marocains ne peuvent rien faire comme les autres. Quand ils veulent faire un coup d'État, ils n'ont pas lu Malaparte. Ils amènent une armée pour envahir un palais, ils abattent un avion, ils essaient d'abattre un avion.
quand ils ont fait le 10 juillet 71, ils n'ont même les premiers éléments qui sont arrivés à Rabat ne savaient même pas où était la télévision. Ils ont demandé à un Français, qui était d'ailleurs c'est extraordinaire, comme ils étaient très beaux. Ils sont arrivés avec des personnes dans la rue. Ils sont arrivés devant un Français qui était en train de prendre l'air et il dit, monsieur, où est la télévision? Je ne sais pas. Ils lui mettent une balle dans la tête. Ils ne savaient même pas où était la télévision marocaine. Et en 72 non plus, ils n'ont pas eu l'idée d'aller prendre la télévision. Mais, enfin bref, c'est l'infantilisme, mais heureusement. Voilà, et puis après, bon, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après la suite de ta carrière, et puis... Bah, ma carrière, c'est que en 72, j'ai été nommé chargé de mission auprès de Sirsman, où on a vraiment passé de très très bons moments, magnifiques. Sirsman était un premier ministre extraordinaire. Il a réussi à mettre sur pied des magnifiques ministres qui travaillaient vraiment, ce qu'on appelle les technocrates. Il a organisé les élections de 76-77. Et parmi les trucs dont je me rappelle un peu, on a fait un voyage officiel en Iran, du temps du Shah, qui se prenait pour Dieu même en plus. Et je me rappelle, je suis allé avec le Premier ministre, donc pour la visite de courtoisie au Shah. On est arrivé dans un palais, naturellement, des palais perses. Et salon après salon après salon après salon. Et à un moment donné, le fameux directeur du protocole général Alain, monsieur le Premier ministre, Sa Majesté impériale va vous recevoir. Monsieur Berda, vous prenez un café. Bon. Le Premier est entré. Il est sorti au bout de 40 minutes, 45 minutes. Il était blême. Vraiment blême. Moi, je le connaissais bien. Je sais qu'il avait un sang-froid extraordinaire. Mais là, j'ai dit, qu'est-ce qui a dû se passer? Il s'est passé quelque chose. J'ai dit, Flynn, qu'est-ce qui se passe? Je t'en parlerai plus tard. On monte dans la voiture. Il m'a dit, parce que le chauffeur, on arrive là où on habitait, il m'a dit, viens. On est allé dans le jardin. J'ai dit, qu'est-ce que tu... Il m'a dit, est-ce que tu te rends compte que ce monsieur, je vais te dire, il m'a dit ce monsieur, il m'a dit, monsieur le Premier ministre, vous allez dire à Sa Majesté, mon frère, et je vais le lui écrire, que ce que vous êtes en train de faire avec vos élections et votre démocratie, vous allez tuer les monarchies arabes. J'ai dit, comment? Oui, monsieur le Premier ministre, je vais vous dire, je connais mon peuple, je connais les Arabes. On ne peut gouverner qu'avec la police et l'armée. La démocratie n'est pas faite pour nous. Dites-le à Sa Majesté. Vous êtes en train d'être les fossoyeurs, il me dit, tu te rends compte, il a employé le mot fossoyeur. Vous êtes les fossoyeurs des régimes arabes. J'ai essayé. Il me dit, non, la religion est faite. Je vais dire à Sa Majesté d'arrêter les frais. Il voulait donner des ordres à Sa Majesté. Actuellement, en 1979, il a été balayé par la foule. Dans une autre petite... il y avait un sommet au Ouganda, avec le fameux Idi Amin Dada. On y va, et naturellement, comme dans tous les sommets, il y a une visite de courtoisie au chef de l'État. Donc le Premier ministre va, on demande le rendez-vous, il nous dit voilà, le rendez-vous est à 1h du matin, parce que le président est très près.
Et son directeur du protocole vient nous chercher, le président nous attend, donc je vais, donc on rentre, moi j'attends, et je vois le premier ministre qui rentre et qui sort au bout de 5 minutes. Mais plus que blême. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous rappelez-vous, Idi Amin Dada, comment il était. Il me dit, tu te rends compte? Je suis entré chez lui à 1h du matin, dans sa chambre. Il était dans un lit énorme, entouré par 3 blondes, en train de le masser. Et il me dit, bonjour monsieur le Premier ministre, que puis-je faire pour vous? Il me dit, mais, ce spectacle est affolant. 1h du matin, cette boule, ces machins, et puis 3 blondes, aux fausses blondes, peut-être en train de le masser partout, et il veut que je lui parle. Voilà. Bon, ensuite, j'ai atterri à l'échelle. Parce que, en 1977, il y a eu un énorme traumatisme. La princesse Lemza, la femme du Premier ministre, qui était une très grande amie de ma femme, s'est tuée dans une voiture, dans un accident de voiture. Ça a été pour Nadia un choc terrible, parce que c'était sa grande amie, son machin. Et elle a préféré ne pas rester à Rabat. Et l'occasion s'est présentée, le poste, le directeur général de Shell Maroc était vacant, donc je suis allé. On a passé des moments sublimes, parce que Casa, à l'époque, et on était des jeunes. On a passé des moments magnifiques, vraiment. C'était... Casa de l'époque n'avait rien avec le Casa actuel. Les gens étaient sympas, vraiment, sincèrement. Et puis, bon, ben, j'ai quitté et je suis revenu à Rabat. On a monté beaucoup de choses, on a essayé, et puis, en fin de compte, j'ai mis sur pied un institut de sondage avec mon ami Roland Querol, c'est le CSA Maroc. Et ensuite, ben, on a atterri dans Maroc Métrie. Quelque chose de magnifique, une très belle aventure. Nous sommes le seul pays arabe et africain à faire la mesure d'audience des chaînes de télévision. Il y a l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud n'est pas un pays africain de toute façon. Et puis bon, maintenant, ben voilà, je suis président du conseil d'administration. Ça me permet de continuer à gérer quelque chose. Parce que j'ai quelques-uns de mes amis qui n'ont pas du tout préparé leur retraite et qui sont... C'est surtout pour leurs femmes d'ailleurs. Rester à la maison tout le temps, n'avoir rien à faire. Parce que quand on a lu, quand on a regardé la télé, quand on a dormi, il faut bien faire quelque chose. Alors je te conseille, prépare ta retraite. Ciao. Un conseil pour les Marocains de Sciences Po qui se tâtent pour rentrer au Maroc ou pas? Il ne faut pas se tâter. Pour moi, le problème est simple, mon cher. Quel que soit, je vais te dire, j'ai 2 nièces qui ont décidé de rester à Paris, qui ont de très bons boulots. Mais je sens chez elles je ne sais pas comment on peut définir cette sensation. Elles sont à la fois très bien parce qu'elles sont à Paris, mais en même temps, elles savent, surtout dans l'état actuel des choses, où vraiment l'arabe et le musulman sont rejetés. Tu as beau être ce que tu veux, parler parfaitement leur langue, tu seras toujours autre. Et donc, moi, pour tous les Marocains qui sont... C'est-à-dire que nous, dans notre génération, le problème ne se posait même pas si on allait rester ou si on allait rentrer. Je vais te dire, j'ai un très bon ami qui a décidé de rester à Paris, qui a fait une très belle carrière à tous les points de vue, et qui maintenant vit à Paris
avec une femme, Alzheimer. Il souffre d'une martyre. Parce qu'en plus, il ne peut pas entrer au Maroc. C'est pas interdit pour lui. Mais quand il rentre au Maroc, sa femme est dans un état second, elle ne peut rien faire. Donc il est obligé de rester tout le temps avec elle. Et c'est pas une vie.